Le micro. Bien, merci beaucoup d'être venu. Donc, je vais vous parler un peu de ce livre qu'on a fait avec Hervé Brédif, qui s'appelle Biodiversité et stratégie. Nous sommes tous les deux géographes, mais Hervé Brédif a avant une formation d'agronome et de sciences politiques, et moi j'ai plutôt commencé sur le versant de la biogéographie et de la phytosociologie, donc un peu de l'écologie. Et donc, c'est un livre qui est une réflexion autour de la crise de la biodiversité, envisagée pas tant sous l'angle proprement écologique, il y a des gens beaucoup plus compétents que nous, mais sous l'angle des stratégies, des politiques, des actions menées autour de cette question. Alors, le livre il part d'un constat qui est assez, je crois, unanimement partagé, c'est qu'on est aujourd'hui confronté à une crise de la biodiversité qui est accélérée, avec un nombre d'espèces menacées importante d'écosystèmes, et certains parlent, même si on pourra en discuter, d'une possible 6e extinction. Donc on est face à une crise qui, un peu à l'instar de la crise climatique, est une crise d'ampleur qui pose un certain nombre de problèmes. Et deuxième constat qu'on faisait avec Hervé, enfin on n'est pas les seuls, c'est de dire que cette crise-là, elle est identifiée quand même depuis un certain nombre d'années. Alors j'ai remis le fameux discours de Chirac à Johannesburg, c'est une COP sur la biodiversité à Johannesburg, et Chirac qui dit, Jacques Chirac, le président, dit « la maison brûle et nous regardons ailleurs ». Donc cette crise, elle est identifiée, et le problème, c'est que tous les 10 ans, on a des grandes conférences internationales, ce qu'on appelle des COP. Il y avait celle, ça a commencé à Rio, il y a eu celle de Johannesburg en 2002, celle de Nagoya en 2010, et puis on va avoir bientôt celle qui va se passer au Canada, qui devait se passer en Chine, d'ici quelques mois. Et le mécanisme est un peu toujours le même. Tous les 10 ans, on se dit c'est une crise qui est gravissime, il faut agir, et ça y est, on va prendre les mesures et on va vraiment agir. Et au bout de 5 ans, comme c'est le cas avec Aichi, on regarde les objectifs qu'on s'était fixés et on se dit ils sont très très loin d'être atteints. Donc à chaque fois, il y a une prise de conscience et une relative déception par rapport aux mesures qui sont prises. Alors, on s'est interrogé un petit peu sur le diagnostic de cette crise et sur quoi il repose et comment est-ce qu'on peut l'analyser. Alors, je vais vite, j'y reviendrai, on pourra en discuter, parce que je voudrais plus aller sur le cœur de l'ouvrage, qui est l'analyse de ces limites. Qu'est-ce que nous disent les instances, les COP, les grandes instances, l'IPBES, etc., sur cette crise? Ils nous disent, la biodiversité, c'est une réalité qui est extérieure aux sociétés. C'est la diversité des espèces, à l'intérieur des espèces, donc génétique, entre les espèces et entre les écosystèmes. Même si on peut discuter là-dessus, ça reste une définition d'une biodiversité qui est avant tout envisagée sous l'angle de la nature, par différence avec les sociétés. La deuxième chose que nous disent toutes ces instances, c'est que le déclin, il est grave parce que c'est une dimension essentielle pour les sociétés, la biodiversité. Elle fournit des services en nombre considérable, et donc si elle disparaît, c'est grave pour nous. Donc c'est une approche qui est utilitariste de la biodiversité. Troisième aspect du diagnostic, en général, du discours qu'on entend, c'est que c'est l'homme qui est responsable de cette crise, à travers ses activités. Alors c'est le fameux acronyme HIPPO, perte d'habitat, déforestation, I, les invasives, P, les pollutions, deuxième P, l'accroissement démographique, O, c'est la surconsommation, et puis bien, maintenant le changement climatique. En gros, le discours, l'homme est responsable. Et quatrième point qui est important aussi dans ce diagnostic, c'est que ce problème, il est mondial, il est global, il est lié à ce qu'on appelle maintenant l'anthropocène, c'est-à-dire l'activité, ça rejoint un peu le troisième point, l'activité humaine sur la planète. Et à partir de ce diagnostic, ce que j'ai mis en bleu, donc l'homme responsable, la biodiversité importante et le problème mondial et global, les modalités d'action qui sont proposées au niveau international se basent sur ce diagnostic. Si l'homme est responsable, première modalité d'action, pour protéger la biodiversité, il faut exclure l'homme. Faire des aires de protection qui excluent ou qui minimisent considérablement les impacts humains. Il faut, deuxièmement, si l'homme est responsable, peut-être l'éduquer.
Et c'est tous les programmes d'environnement qu'on voit au niveau international. Pour l'éduquer, il faut mieux connaître, c'est tout l'effort scientifique qui est fait autour de la connaissance de la biodiversité. Donc deuxième modalité d'action, l'éducation pour mobiliser les gens. Troisième modalité d'action, elle est liée au diagnostic, la biodiversité est importante. Ben, si elle est importante, il faut mesurer son importance, lui donner une valeur. Alors le terme de valeur est très vaste, il recouvre plein de choses, mais petit à petit, de cette valeur qui est très vaste, on est arrivé à valeur monétaire. Et donc on est arrivé à une monétarisation de la biodiversité. Troisième diagnostic, le problème est mondial et global, donc pour le résoudre, il faut une gouvernance mondiale, c'est l'importance de ces COP, et puisque ce problème est global, c'est qu'il faut changer nos modes de production et nos modes de consommation. Voilà un petit peu résumé, je pourrais rentrer dans les détails, mais c'est un peu des leitmotifs qu'on retrouve constamment dans ces actions et dans ces projets d'action autour de la biodiversité. Alors, je n'ai pas le temps, je ne veux pas perdre trop de temps, cette stratégie, elle a donné des résultats. On n'est pas du tout avec Hervé Brédif en train de dire tout ça ne sert à rien, pas du tout. Il y a de plus en plus d'aires de protection, il y a des espèces qui ont été protégées. L'éducation fait que quand même le sujet commence à percer au niveau international, qu'il y a des financements plus importants, etc., etc. Donc il y a des résultats. Mais le problème, c'est que malgré les résultats obtenus, on continue de faire le constat de l'érosion de la biodiversité. Et le patron de la CBD, de la conférence sur la biodiversité, sur la diversité biologique, dit en 2010, nous avons échoué, nous avons besoin d'une nouvelle approche. Alors, je ne suis pas sûr que ça en prenne le chemin avec la COP 15. Et là, il y a deux possibilités. Une nouvelle approche, soit c'est de dire il faut en faire plus, et c'est un petit peu le discours qu'on retrouve très fréquemment, il faudrait enfin que les politiques agissent. À eux de prendre les décisions. Et puis on peut se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire différemment? Et l'hypothèse qui est sous-jacente dans le livre, c'est que cette stratégie, ces modalités d'action, elles ne sont pas toujours totalement pertinentes et qu'elles laissent de côté des leviers qui sont des leviers importants. Et donc on a essayé à travers les limites de se dire, ces limites, une fois qu'on les a étudiées, et ce n'est pas simplement nous qui exprimons ces limites, c'est des tas de chercheurs de plein de disciplines, mais qui souvent, chacun dans leur discipline, ont dit des choses, et la synthèse n'a pas forcément été faite. Et quand on essaye de faire la synthèse, ça dit peut-être des choses sur ce qu'il faudrait faire pour agir de façon plus efficace. Première inadaptation, alors dans le bouquin, je fais, si tu l'as lu, je fais par grande modalité d'action, les limites de la protection, de la valorisation. Bon, j'ai voulu changer un tout petit peu pour présenter les choses différemment. D'abord, ces modalités d'action, elles sont relativement inadaptées aux dynamiques écologiques. La protection, elle repose sur des listes, sur des critères. On ne peut pas tout protéger. Donc il va falloir protéger ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ce qui est rare, ce qui est menacé. C'est ce qu'on voit dans les catégories IUCN. Et donc on va focaliser les politiques autour de la biodiversité remarquable. Et du coup, ça pose un problème, c'est qu'on ne s'occupe pas, ou très peu, de la biodiversité ordinaire dont on sait aujourd'hui, je ne vais pas l'apprendre à des écologues, qu'elle est absolument essentielle pour maintenir la biodiversité. Alors il y a des choses qui progressent, les réserves MAB, il y a à la fois des zones de réserve intégrale et puis il y a des zones où on a des activités humaines, mais le discours, il reste quand même très fondé sur l'idée qu'il faut des protections fortes. J'ai mis Wilson, qui est le pape de la biodiversité, qui anime un mouvement qui s'appelle Half Earth, qui vise à séparer la Terre en deux, enfin le but, d'un côté une nature qu'on laisserait évoluer, et puis de l'autre une concentration d'humains, d'agriculture, d'activités, etc. Donc cette idée de la protection, elle laisse de côté toute une part importante de la biodiversité. Deuxièmement, ces aires de protection, c'est des espaces. Et ces espaces sur lesquels se concentre la protection, eh bien, ils ne sont pas forcément toujours adaptés à des dynamiques écologiques. Je prends l'exemple, parce qu'il est assez symbolique, d'une réserve aux Pays-Bas. Je ne vous donnerai pas le nom, c'est trop compliqué, elle est près d'Amsterdam. C'est une réserve en rewilding, on a réintroduit
des espèces animales type auroch, des Highland Cattles, tout, pour essayer de réintroduire des dynamiques écologiques. Problème, ça s'est très bien passé au début, super. Et puis les populations animales ont augmenté, comme il n'y avait pas de prédateurs, elles ont augmenté. Et puis, année de sécheresse, la plupart de ces animaux ont crevé. C'est quand même très embêtant dans une aire de protection si la plupart des animaux disparaissent. Ces aires de protection, autre petit problème quand même qui se pose ou qui est soulevé, c'est qu'elles sont très fixes, on ne les déplace pas. Ça prend un temps fou de créer une réserve naturelle ou un parc. Et donc, qu'est-ce qui va se passer avec le réchauffement climatique quand les aires de migration des espèces vont se déplacer? Est-ce qu'elles seront encore pertinentes? Je n'ai pas forcément la réponse, mais ça, on voit bien que ce fixisme est peu en rapport avec des dynamiques écologiques. De la même manière, la modalité qui consiste à valoriser, elle est inadaptée aux dynamiques écologiques. Si je veux valoriser un écosystème en disant, voilà, il me rend des services, la ripisylve, la forêt qui est le long du cours d'eau, elle me rend des services, elle participe à la purification de l'eau, etc. Donc, éventuellement, pour son maintien, je peux payer. Sauf que cette ripisylve, elle est dépendante de toute une chaîne de sol sur l'ensemble du bassin versant, et que finalement, vous ne pouvez pas, c'est la notion d'éco-complexe de Blandin, vous ne pouvez pas isoler un seul écosystème. Donc vous allez mettre une valeur qui finalement n'a pratiquement aucun sens. Et puis, ces services écosystémiques, parfois, ils sont un peu contradictoires. Les grands papetiers, en Uruguay et au Brésil, ils plantent de l'eucalyptus, en veux-tu, en voilà, et ils disent on fait ça parce qu'en plus on a un souci écologique, on participe au stockage du carbone. Ok, ça stocke du carbone, sauf que dans le même temps ça épuise les sols, ça fait disparaître la biodiversité sous forêt et accessoirement ça supprime les emplois et l'agriculture paysanne. Mais ça c'est encore autre chose. Mais vous voyez, donc d'un côté ça rend un service écosystémique, mais de l'autre ça diminue un autre service écosystémique. C'est impossible d'arriver à combiner ça dans une valeur économique. Donc, premier aspect, toutes ces politiques, j'ai pris que 2 exemples, je pourrais en prendre d'autres, mais le temps nous presse. Ces politiques, ces plans d'action sont peu adaptés aux dynamiques écologiques. Deuxième limite qui nous apparaît, c'est qu'elles sont fondées sur une vision qui nous semble étriquée de l'humain. La logique, elle est fondée sur le fait que l'homme est destructeur. Le fameux hippo, etc. L'homme détruit la nature. Alors, si on regarde l'évolution de l'humanité, oui, on a beaucoup détruit, mais on n'a pas fait que détruire. En Amazonie, les travaux de Ballet des historiens de l'écologie, expliquent que la forêt amazonienne, sa richesse est en partie liée à toutes les activités qui ont eu lieu dans cette forêt, même avant que les conquistadors n'arrivent. C'était une forêt qui était déjà parcourue par des feux, il y avait de l'agriculture, il y avait de l'élevage, et que ce sont ces mosaïques de paysages qui ont permis le maintien de la biodiversité. Donc dans le cas de l'Amazonie, si je mets à part la période récente qui est un petit peu particulière, les humains ont contribué à cette biodiversité. Je donne un deuxième exemple. Voilà typiquement une agriculture méditerranéenne. Oui, on a détruit de la forêt pour mettre des vergers, des terrasses, des murets, des prairies, etc., etc. Et on a fait un paysage qui, du point de vue biodiversité, est tout à fait remarquable. Si je supprime l'humain, je vais avoir un paysage comme ça. Je ne suis pas sûr que j'aurai autant de biodiversité, en tout cas, je n'aurai pas la même. Donc, l'idée que l'homme n'est que destructeur, qui sous-tend toutes les politiques, est une idée qui est quand même à discuter. Vision étriquée aussi, c'est autour de toute cette politique de valorisation, de monétarisation. Elle part d'analyse économique et notamment d'évaluation économique autour de ce qu'on appelle le consentement à payer. Pour évaluer ce que vaut un écosystème, que font les économistes, ils vont interroger les gens, vous serez prêts à payer combien pour garder cette forêt, cette rivière, ce lac, cet étang, etc. Ok, et là-dessus, ils font des valeurs. Et ça veut dire, si on y réfléchit bien, que l'humain n'intervient que quand son intérêt, sa rationalité économique est en jeu. Et en plus, c'est une vision complètement individualiste. C'est chacun en fonction de son intérêt. Ça vient d'un article qui a été très diffusé, l'article de Gareth Hardin sur la tragédie des communs, qui dit quand une gestion naturelle est gérée par
un groupe, qu'est-ce qui va se passer? Chacun va avoir tendance à rajouter, par exemple, un pâturage, chacun va avoir tendance à rajouter un animal parce que ça va un peu maximiser son profit, et puis ça fera diminuer la ressource, mais petit à petit, etc. Et donc, comme chacun est dans cette logique d'essayer de profiter du commun, eh bien, la ressource s'épuise, c'est pas gérable. Alors, Garrett Hardin avait derrière comme idée que pour résoudre ça, il fallait du libéralisme économique. Elinor Ostrom, qui a été prix Nobel d'économie, a démontré que tout ça était complètement faux. Mais c'est vrai que les politiques aujourd'hui reposent quand même ces politiques de valorisation sur une approche à la fois très libérale et très étriquée de l'homme qui n'agit qu'en fonction de ses intérêts. Et je donne cette phrase parce que je la trouve merveilleuse. Cette phrase est une phrase de Rosa Luxembourg, c'est une révolutionnaire allemande. Et elle fait cette phrase quand elle est en prison, elle va mourir quelques semaines après. Et voilà, je vous laisse la lire. Et vous verrez, ça se termine. Combien vaut la coccinelle? Vous voyez que cette relation qu'a Rosa Luxembourg à cette coccinelle, je rends visite, je pense que tout le monde le voit, je rends visite à cette coccinelle, elle est en prison, je me sens indiciblement heureuse. Combien vaut la coccinelle? Je ne pense pas que ça puisse se résumer à une valeur monétaire. Donc c'est une vision très étriquée de l'humain. L'humain est capable d'agir pour d'autres raisons, on va peut-être y revenir. C'est en plus une approche, troisième limite, qui n'est pas forcément très efficace et très mobilisatrice. Les aires de protection, c'est utile. Ça, bien sûr, ça protège des écosystèmes. Mais quand on fait les bilans et qu'on fait les mesures aujourd'hui, on sait que ça ne fait que limiter l'érosion de la biodiversité. Parfois, ça la conserve, mais souvent, ça ne fait que la limiter. Ça limite le déclin. Mais du coup, ce n'est pas la solution. Ça ne permet pas de l'inverser. Alors, c'est lié à des tas de raisons. Il y a beaucoup de parcs, beaucoup d'aires de protection qui sont des parcs de papier qui n'existent pas vraiment. La pollution, elle ne s'arrête pas aux limites d'une aire de protection. Dans le sol, si vous mettez des produits phytosanitaires, ils ne vont pas s'arrêter à la limite de la réserve. Et puis le changement climatique là-dessus. Donc, ces aires de protection, elles ont une efficacité, mais elles ne permettent pas forcément d'inverser la chose. Deuxièmement, elles contribuent à concentrer les crédits sur quelques rares régions. C'est toute la politique internationale des hotspots qui concentre les efforts financiers sur des régions qui ont été identifiées comme à la fois riches et fortement menacées. Alors si on prend l'inverse d'un hotspot, une région où il y aurait peu de biodiversité et peu d'humains, eh bien on s'aperçoit qu'on a tous les écosystèmes subpolaires et tous les écosystèmes arides, par exemple. Oui, il n'y a pas beaucoup d'humains, et oui, en quantité, il n'y a pas énormément de biodiversité. Sauf que, les écosystèmes qui sont là-dedans sont des écosystèmes tout à fait remarquables avec des plantes remarquables. Et deux, il n'y a peut-être pas beaucoup d'humains, mais il y a du réchauffement climatique. Ce sont les espaces parmi les plus menacés. Donc vous voyez que cette focalisation sur des espaces clés, elle pose aussi un problème en termes d'efficacité. Et puis, peu efficace, la monétarisation. On a discuté, qu'est-ce qu'il y a comme article, comme discussion, est-ce qu'il faut donner un prix, etc. Finalement, il y a des gens qui ont dit non. Mais ça a été adopté parce qu'on a dit oui, c'est quand même efficace, c'est utile, c'est simple, on met un prix, ça va être... Et on peut discuter de ça. Il y a une séquence qui est très utilisée, ce qu'on appelle la séquence ERC. Quand vous faites une autoroute, je prends les autoroutes parce que j'ai pu travailler dans le cadre du master avec des autoroutiers, vous avez normalement une séquence éviter, réduire, compenser, qui est le résultat de la monétarisation. Vous êtes censé essayer de réfléchir à est-ce que vous allez éviter, votre projet d'autoroute traverse une aire naturelle intéressante, vous êtes censé vous poser la question, est-ce que je peux l'éviter? Bizarrement, on se pose la question très rapidement pour se dire en général qu'on ne peut pas l'éviter parce qu'il y a des tas d'impératifs. Alors, si vous ne pouvez pas l'éviter, vous devez penser à réduire votre impact. Alors, c'est vrai, ça se fait. On essaye de faire passer l'autoroute sur les limites de l'aire protégée, mais on ne détourne pas forcément l'autoroute. Et puis, on va compenser. Compenser, c'est-à-dire qu'on va, si on détruit une tourbière, on va reconstituer un milieu humide ou on va payer une banque de compensation qui est censée protéger les milieux. C'est mieux que rien, mais ça ne permet pas finalement de s'interroger sur le bien fondé. Est-ce que cette autoroute est absolument indispensable? On pourrait discuter de ça au départ. À partir du moment où on est dans cette logique, on est dans une logique d'acceptation avec des effets d'aubaine, peu d'évaluation sérieuse, et puis
ce que certains dénoncent comme un droit à détruire. Alors j'ai mis crèche parce qu'il y a un article fameux qui est sorti en sciences sociales sur une expérience dans une crèche en Israël. Les gens arrivaient toujours en retard pour chercher leurs enfants. Bon, alors les gens de la crèche ont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre des pénalités financières. Parce que nous, on rentre plus tard chez nous, c'est insupportable, on va mettre des pénalités financières. Comme ça, ils viendront à l'heure. Résultat, les gens sont venus encore plus tard parce qu'ils se sont dit, je peux rester, je paye. Donc comme je paye, je reste. Résultat, les retards se sont accumulés. C'est un peu la même logique. Oh, je compense. Je paye, je compense, je détruis. Donc c'est une logique qui est quand même, qui pose des tas de questions. Et puis dernière chose, j'essaye d'avancer, il faut changer de modèle, il suffit d'eux. Alors j'ai mis un texte que je trouve intéressant du journal Le Monde, qui est un des journaux, voire le journal, le grand quotidien qui s'intéresse le plus à ces questions, je ne le critique pas, il y a beaucoup d'articles là-dessus. Il dit voilà, sur le thème de la biodiversité, les solutions relèvent généralement de mesures simples que les gouvernements peuvent prendre, et 2 lignes plus loin, la cause majeure du déclin, c'est le modèle agricole dominant. Conclusion, la mesure simple à prendre, c'est de changer de modèle agricole dominant. Ah ouais. Alors, il n'y a pas un ministre de l'Agriculture qui va vous dire que c'est facile à faire. Parce que si on regarde tout ça, changer de modèle, si on regarde les travaux qui ont été faits sur la transition, on s'aperçoit qu'il y a des verrouillages, qu'il y a des temps courts qui vont rentrer en concurrence avec ces temps longs du changement de modèle, les temps courts des marchés, etc. Et puis, il y a des imprévus. Alors, il y avait le cas de la betterave, on pourra l'examiner en France avec le problème des néonicotinoïdes qui ont été réintroduits. Mais récemment, l'Union européenne a fait un beau programme pour verdir l'agriculture, les agricultures de proximité. Ça s'appelait Farm to Fork. Il y a eu un petit imprévu qui s'appelle la guerre en Ukraine. Le Farm to Fork a été clairement abandonné. Donc, changer de modèle, oui, on est tous d'accord, mais ce n'est pas une solution, c'est plus une incantation, etc. Et puis en termes de mobilisation, se dire si c'est au gouvernement d'agir, à quoi bon se mobiliser? On fait des pétitions, on va dans des manifs, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement, etc. Donc, c'est pas sûr que ce soit, si la science sait ce qu'il faut faire, à quoi bon expérimenter, c'est pas sûr que ça permette de mobiliser la société autour de ces questions. Dernière chose, c'est une approche qui est très uniformisante. D'abord, elle repose sur une conception très occidentalo-centrée de la nature d'un côté, les sociétés de l'autre. C'est notre vision occidentale. Mais les hachoirs d'Amazonie qu'a étudié Descola, ça n'existe pas cette histoire-là. Le lien société-nature, il n'y a pas de coupure. Dans la nature, il y a de la société. Dans la société, il y a de la nature. La panthère qui est là, c'est aussi une résurgence, je dis un peu n'importe quoi, de mon beau-frère qui a disparu, etc., etc. Donc il y a un animisme qui n'est pas du tout compatible avec la vision d'une séparation de nature-société. Je disais au Sénégal, c'est des collègues qui avaient travaillé sur un jeu de rôle autour de la ressource en poisson, avec des modèles pour essayer d'évaluer comment la ressource allait évoluer en fonction des prélèvements. Puis à la fin, les gens ont dit non, mais c'est pas très grave parce qu'en fait, Dieu il remet du poisson régulièrement. Oui, quand il y a des grandes marées, il y a des retours de poissons, etc. Bon, Dieu, dans un modèle, c'est très très difficile. Si tu fais de la modélisation, je pense que c'est un paramètre qui est difficile à intégrer. Donc il y a des différences culturelles qui font que l'approche qui est dominante ne correspond pas à toutes les cultures. Et puis, approche uniformisante, c'est cette tendance à essentialiser l'humain. On est tout le temps là à dire « nous sommes responsables de la crise ». C'est qui ce « nous » Descola, que par ailleurs j'admire beaucoup, vous voyez, pendant la crise du Covid, ils disent « nous sommes devenus des virus pour la planète, nous ». Mais je ne sais pas, moi je ne me sens pas un virus, je pense qu'on n'est pas tous les mêmes virus. Je pense qu'à tout mettre dans le même panier, on finit par dépolitiser le problème et par ne rien dire de très intéressant. Et puis ça a des effets pervers qui sont problématiques, je passe vite pour pas... C'est quand même ces politiques sources de conflictualité multiples. Il y a eu le Congrès mondial de la nature à Marseille, mais il y a eu un contre-congrès dont on a moins parlé, qui a réuni 200 associations de peuples premiers, etc., qui ont dit « arrêtez avec vos objectifs de protection, 30% c'est l'objectif de la prochaine COP,
arrêtez avec vos objectifs de protection. Vos objectifs de protection, ils nous volent nos terres, ils nous empêchent de pratiquer nos activités traditionnelles, etc. Et en plus, ils sont inefficaces. Donc arrêtez, nous on est capable, on a géré des milieux, on sait gérer des milieux, appuyez-vous sur nous, mais arrêtez avec cette politique de protection. Donc là, il y a un conflit qui est majeur. Et puis ces conflits-là, on les retrouve dans les territoires, autour, par exemple, j'ai mis ça, mais j'ai rien contre eux, l'ASPAS, qui est l'association de protection des animaux sauvages, qui crée des réserves, qui achète des territoires et qui crée des réserves. Sauf que quand vous faites une réserve, c'est bien sympa, mais les animaux dans la réserve, ils sortent. Ils sortent et ça pose des problèmes aux agricultures autour, aux territoires autour. Donc ça crée de la conflictualité quand vous isolez, quand vous séparez comme ça des aires de protection. Et puis parfois, les critères qu'on utilise ne sont pas forcément très pertinents. Par exemple, en Europe de l'Ouest, on met beaucoup d'argent pour la protection du grand hamster d'Alsace. En Europe de l'Ouest, il est peu présent. Donc il est rare. Donc il faut le protéger. Et par contre, en Europe centrale, il pullule. C'est même une espèce dite nuisible. Comment vous voulez demander des efforts dans un territoire, imposer des contraintes à des territoires si les gens dans ces territoires qui ont accès à Internet comme vous et moi savent que à quelques centaines de kilomètres de là, l'espèce n'est pas du tout menacée. Donc ces critères-là, ils sont toujours discutables et ils sont toujours du coup discutés, parfois conflictuels. C'est le cas du loup, mais c'est le cas aussi de l'ours des Pyrénées. J'y étais il n'y a pas très longtemps. Pour protéger l'ours des Pyrénées, on réintroduit des ours slovènes. Ça finit par poser des problèmes. Et puis cette logique de conflictualité, on la voit aussi à travers la valorisation et ce que ça crée. Par exemple, je prends l'exemple du rhinocéros blanc qui n'existe pratiquement plus. Plus il est rare, plus sa valeur augmente. Plus sa valeur augmente, plus il est chassé, parce que plus il rapporte. Donc plus sa valeur augmente, plus il diminue. Et donc plus il est l'origine de conflictualité entre braconniers et quand il y a des gardes de protection. Donc on crée de la conflictualité autour de ça. Il y a un deuxième aspect qui me semble pervers, au-delà de cette conflictualité, c'est un risque de disqualifier la science. Dans ces discours, tout le monde, et alors on l'a entendu pour le Covid, nous allons nous appuyer sur la science. C'est bien, ce n'est pas moi qui suis scientifique, qui travaille avec des scientifiques. Moi, je suis en sciences humaines, mais je travaille avec des écologues, etc. La science, pourquoi on s'appuie sur la science? Parce qu'elle sait, mais elle ne sait pas tout, la science. Et sur la biodiversité, il y a beaucoup de choses qu'elle ne sait pas. C'est pour ça qu'il y a des chercheurs encore qui travaillent dessus. On ne sait pas tout des dynamiques à venir. Les inventaires, ils sont encore très incomplets. Il y a des groupes de taxons sur lesquels on ne connaît rien. Et puis même sur des choses où on connaît plus, par exemple les continuités écologiques, une des spécialistes, c'est Farrig, Léonore Farrig. Elle a écrit il y a 2 ans un article en disant qu'elle travaille sur les continuités écologiques depuis 20 ans. Et elle dit finalement, je ne sais rien. Je ne sais pas très bien à quoi j'arrive sur mes continuités. Donc la science ne sait pas tout. Elle sait ce qui est du domaine de la connaissance objective, mais elle ne sait pas forcément ce qui est du domaine de l'action. J'ai mis le cas de la Camargue. Un scientifique et un écologue va vous dire le moustique en Camargue, il est indispensable à la survie de l'écosystème. Oui, mais l'élu et le citoyen ne va pas vous dire forcément la même chose. Donc l'action, elle ne peut pas se baser simplement sur la science. Et puis dans la science, il y a des courants de pensée, je n'y reviens pas, et il y a de l'incertitude. Souvent, ça débouche sur de l'incertitude. Je vous donne un exemple sur lequel j'ai travaillé, sur les questions de biodiversité sur Lure. On était avec des écologues et des sciences humaines. Il y a 3 espèces à protéger, du sapin, de la gélinote et de la vipère. Le problème, c'est que la vipère, pour être protégée, il faut qu'elle ait des milieux complètement rocheux, nus. Le sapin, pour être protégé, il faut au contraire qu'il se développe sur les crêtes. Donc, il faut qu'il recouvre les espaces nus. Et la gelinotte, elle veut beaucoup d'éclairières et du feuillu. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 3 espèces? Vous voyez que la science, elle montre une incertitude. Après, c'est la question du politique. Mais c'est pas la science ne va pas donner les modalités d'action. Il y a une confusion dans ces politiques entre la science, qui dit ce que la science sait, les experts du GIEC, de l'IPBES, qui disent ce qu'il faudrait éventuellement faire. Et puis après, celui qui doit décider, ou ceux qui doivent décider, c'est les citoyens, c'est le politique. Donc
ce n'est pas la science qui va résoudre nos problèmes. Et comme elle ne peut pas les résoudre, à force de dire la science sait, elle va nous résoudre les problèmes, on risque de décrédibiliser la science. Et puis on décrédibilise le politique. D'abord parce qu'un politique qui arrive, président de la République, un Premier ministre, il ne s'occupe pas que de biodiversité, il s'occupe d'autres choses. Et du coup, il est obligé, dans l'intérêt général, d'être déjà sur le compromis. Et puis, on l'a vu avec l'exemple de la taxe sur les carburants et des conséquences que ça a. Tous les experts disaient qu'il faut augmenter les taxes sur les carburants pour diminuer la consommation. On oubliait juste que socialement, ce n'était peut-être pas si facile que ça. Décrédibilisation du politique, parce que si on dit que la science sait, le politique, il n'a plus qu'à appliquer. Et où est la démocratie là-dedans? Où est la discussion? Et puis, c'est un autre problème, c'est que la science, c'est quand même le domaine des experts, enfin, des experts scientifiques. Et que c'est encore des logiques qui sont des logiques qu'on appelle top-down, du haut vers le bas, etc. Et puis, du coup, la politique, si elle applique la science, elle se réfugie dans la technocratie. Elle accompagne des processus, mais elle ne permet pas de les discuter. Et on aboutit à des erreurs. Je n'ai pas beaucoup de temps, je voudrais qu'on puisse discuter, etc. Donc, vous voyez, il y a des limites, ce que j'avais évoqué, et il y a des effets pervers qui sont graves en termes politiques, en termes sociaux, sur le rôle du politique, le rôle de la science, etc. Et donc, les pistes qu'on évoque avec Hervé Brédif, je passe rapidement, c'est d'une part d'enrichir le processus scientifique. L'IPBES a dit on va s'ouvrir aux sciences humaines. Oui, mais quand on fait le bilan, il y a 80% de sciences de la biologie, parce que c'est bien sûr, c'est eux qui connaissent le fonctionnement de la biodiversité. Et puis des économistes, les sciences humaines, anthropologie, sociologie, qui s'intéressent à la société, philosophie, sont très peu représentés. Peut-être qu'il faudrait un peu plus, parce qu'ils ont aussi des choses à dire, leur demander leur avis. Et puis s'ouvrir aussi aux acteurs non étatiques. Alors c'est en cours. Dans les COP, il y a maintenant les ANE, les acteurs non étatiques. Mais qu'est-ce qu'ils sont dans les COP? Ils sont des témoins. Ils viennent regarder, éventuellement ils disent quelque chose, mais ce n'est pas eux qui décident. Donc le processus des COP, quand on dit c'est la stratégie mondiale de la biodiversité, non, non, non. C'est la stratégie mondiale des États pour la biodiversité. Ce n'est pas toute la société et ça reste des processus interétatiques et intergouvernementaux. Il faudrait peut-être voir à les ouvrir. Peut-être qu'il faudrait aussi arrêter avec cette dissociation biodiversité et société, parce que c'est elle qui est à l'origine de toutes ces coupures entre nature remarquable et nature ordinaire. Encore une fois, comme je l'ai dit pour Descola, ce n'est pas une coupure qui est pertinente pour toutes. Et puis, nous considérer comme extérieurs à la nature, c'est aussi très, très discutable. Et nous sommes partis, il y a des écologues qui l'ont dit, comme Bookchin, nous faisons partie de la nature et nos rapports au vivant ne sont pas que des rapports d'extériorité. C'est aussi des rapports qui sont fondés sur de l'empathie, sur de la connaissance, sur de l'admiration, sur des tas d'autres valeurs que la valorisation et sur d'autres valeurs que la marchandisation qui est en cours. Sortir un petit peu de l'essentialisation, c'est-à-dire de ce nous qui voit l'homme comme coupable et qui débouche sur du catastrophisme. Il y a des capacités des sociétés à créer de la biodiversité. Aujourd'hui, il y a des tas d'expériences qui se font. Beaucoup de choses se font, que ce soit par exemple les oasis utopiques, même dans les entreprises. Même le droit de l'environnement a considérablement bougé en 20 ans. Autour de la sensibilité animale, etc. Dans d'autres pays, on attribue des droits à des rivières, etc. Ça bouge, il n'y a pas rien. Donc, toutes ces expériences-là, ça serait bien de faire remonter tout ça. Ça serait bien aussi de voir ce qui fonctionne et ce qui peut être des leviers pour l'action. Il y a ce que je disais, donc de multiples initiatives au niveau local, etc., avec toute une expertise. Et ce que l'on proposait avec Hervé Brédif, c'est finalement de réaliser l'équivalent du Millennium Ecosystem Assessment, qui était une évaluation économique des écosystèmes,
et d'essayer de faire une évaluation des liens société-biodiversité pour voir aussi tous ces liens positifs et sur quoi ils s'appuient, et pourquoi et en quoi ce sont des leviers de changement. Et on pourrait là-dessus, à partir de ça, essayer d'envisager un réseau mondial de zones ateliers, comme il y a en France ou en Europe, autour de ces questions-là, mais qui implique qui ne soit pas simplement un réseau scientifique, qui soit un réseau de territoires engagés, qui puissent montrer quels sont les leviers qui leur permettent d'agir. Donc il ne s'agit pas de désespérer des COP, mais certainement de ne pas d'en attendre tout et d'essayer de voir qu'il y a des tas de choses qui se font. Et ces choses, elles se font, j'avais presque terminé, aujourd'hui, dans un temps d'incertitude. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et comme il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, eh bien, il faut aussi prendre le temps de la discussion et d'avancer, non pas en cherchant des solutions, mais en cherchant des processus qui permettent d'avancer. On est souvent dans des équilibres qui sont assez subtils. Donc, la solution, moi, dès que je vois quelqu'un qui me dit « j'ai la solution à la crise de la biodiversité », je tique. Je pense qu'il faut avoir des processus qui permettent d'avancer, qui sont incrémentaux, qui permettent de faire boule de neige. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle, pourquoi on a appelé ça, c'est ma dernière diapo, une approche stratégique. Le but n'est pas, comme dans un programme d'action, d'avoir des objectifs, des solutions et des actions à mener. Ça, c'est de la stratégie des militaires de la guerre de 14-18 en France. Ça ne marche pas. Il faut avoir une action stratégique qui identifie des difficultés, qui sache sur quels acteurs s'appuyer, ceux qui sont aussi résistants, qui ne veulent pas, quels sont les leviers d'action, essayer plus d'avancer par ces tâtonnements, par ces approximations, qu'essayer d'attendre une solution qui nous viendrait d'en haut. Voilà, j'ai été très vite. Merci à vous. Merci beaucoup Laurent pour ta présentation qui effectivement brosse bien le livre, en tout cas moi de ce que j'en ai retenu, de tout ce que j'ai lu. Je vais peut-être commencer par moi quelques questions, puis si jamais et puis quelques remarques sur le livre et sur la présentation. Puis évidemment le public pourra intervenir quand tu veux, donc n'hésitez pas. Alors moi du coup juste un avis vraiment général sur le livre. Donc moi je suis enseignant-chercheur dans les sciences de la biodiversité de manière générale, et puis comme tu l'as dit, je fais plutôt de la modélisation. Et donc moi je suis plutôt du côté de la science, qui sait, comme tu le disais. Alors moi j'ai beaucoup apprécié le livre du point de vue du regard extérieur sur ma science, clairement. C'est-à-dire qu'il y a des critiques qui, moi, m'ont beaucoup touché et beaucoup frappé, et des choses dont j'avais pas vraiment conscience ou que j'avais pas vraiment, sur lesquelles j'avais pas vraiment mis le doigt, et du coup ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses, même pour ma propre discipline, hein, du coup j'en ai un regard encore plus critique, donc ça c'était vraiment très utile, même si moi-même hein, je suis très critique aussi, mes étudiants pourraient éventuellement témoigner, malheureusement ils sont pas là, pourtant ils étaient au courant. Il y a quelques points que je trouvais notamment assez intéressants. Il y a le premier point peut-être sur lequel on pourrait peut-être revenir, qui m'a frappé, c'est que il y a eu un changement assez fondamental dans la façon dont on considère la biodiversité peut-être sur le siècle à peu près, enfin le XXe siècle, où la biodiversité est passée d'une propriété un peu des systèmes qui émergeaient, voilà, une propriété, la conséquence d'un processus. Et cette biodiversité, elle est devenue un objet en soi, notamment dans les années 90. Il y a eu une sorte d'ontologisation de la biodiversité. Et ça a eu des conséquences à la fois positives et négatives, hein, parce que comme tu dis, ça a eu des valeurs monétaires, etc. Et ça, je trouve, c'était, je sais pas s'il y a quelque chose un petit peu. Est-ce que c'était vraiment un phénomène, tu penses, qui a été important, cette ontologisation de la biodiversité? Est-ce que ça a eu des effets essentiellement négatifs, plutôt positifs, des choses comme ça? C'est pas évident de faire le bilan. C'est vrai que ce livre, je l'ai fait lire à des écologues, et certains m'ont dit non, mais la biodiversité, là, t'es à côté. La biodiversité, c'est simplement la propriété des écosystèmes d'être divers. Puis stop. Le reste, bon. Sauf que politiquement aujourd'hui, la COP qui se réunit dans quelques semaines, c'est la COP biodiversité. Donc pour la société, et nous, chercheurs en sciences sociales, c'est comme ça qu'on le prend. On n'a pas à dire c'est telle vision qui est la bonne. C'est comme ça. Il faut essayer de comprendre. Alors effectivement, ça a eu des conséquences
positive parce que c'est ce qui a permis de sortir la biodiversité d'une sphère très étroite qui était limitée aux écologues, les seuls qui étaient capables de la décrire, de l'expliquer, etc. Et de l'ouvrir à la société. Et donc là, il y a toute une dynamique qui pour moi est très positive quand même d'ouvrir ça. Après, derrière, comme dans toute société, il y a des jeux de pouvoir, des jeux d'intérêt, et on voit bien qu'à travers, dès que ça devient une politique, un objet politique, un objet social, eh ben, il y a des visions qui s'opposent et qu'il y a des tendances. La tendance à la marchandisation, c'est clairement une tendance libérale ou néolibérale en disant le marché finalement va résoudre ce problème-là. On va mettre un prix et le marché, la main invisible du marché va résoudre tout ça parce qu'on ne va pas détruire des choses qui valent cher. Bon. Sauf que ça ne marche pas, d'abord parce qu'on n'arrive pas bien à évaluer monétairement, et puis que c'est encore une fois très réducteur. Donc voilà, après c'est un combat qui est à mener, je pense, qu'on mène tous, et qu'il faut mener entre écologues et entre sciences sociales et avec des acteurs du territoire qui, quand ils agissent, quand quelqu'un agit sur son territoire, il n'agit pas simplement parce que je te donne une prime, il agit parce qu'il y a un rapport au territoire, il y a un rapport au vivant qui dépasse de très loin tout ça. Mais même, je pense que tu disais que c'était surtout important dans le transfert de la notion et du concept vers la société, mais même les écologues eux-mêmes se sont emparés de l'objet biodiversité, puisque maintenant on donne un rôle à la biodiversité. Beaucoup d'écologues s'intéressent aux fonctions de la diversité, donc c'est devenu une cause en fait. Alors, c'est intéressant. Il y a une thèse qui était sortie sur cette question-là. Les écologues ont suivi, quand on voit le processus, c'est des économistes qui ont commencé à donner un prix. Et les écologues se sont dit, mais c'est génial cette histoire, parce que si on donne un prix, on va avoir des crédits quand même. Et de fait, il y a eu des crédits, il ne faut pas oublier, et c'est bien, tant mieux. Mais ils se sont un peu lancés là-dedans, et je pense qu'il y en a beaucoup qui disent, attention, on a mis la main dans un engrenage qu'on ne maîtrise plus totalement, quoi. D'ailleurs, en parlant de crédit, moi, il y a une figure qui m'a beaucoup troublé dans ton livre, dans votre livre, c'est la figure 5, page 41, pour ceux qui le liront éventuellement, c'est sur l'évolution des financements accordés aux scientifiques dans le monde, consacrés aux recherches et la biodiversité, et c'est en milliards de dollars en 20 ans, ça a été multiplié par plus que 3, c'est devenu monstrueux, et je trouve effectivement la question excellente, c'est-à-dire, même quand on la met en regard à toutes notre figure qui montre les dépenses nationales en millions d'euros pour la protection de la biodiversité, pareil, c'est une progression qui est phénoménale, pour des résultats, comme tu l'as dit, qui sont finalement assez faibles en fait. C'est un peu aussi... Nous, ce qui a motivé ce bouquin, c'est plusieurs choses. C'est ça, c'est se dire on fait des efforts. On fait pas rien, hein. On n'est pas à dire les COP, tout ça, nous, tout ça. On fait des efforts et ça marche pas. Donc, et ce qu'on voyait par ailleurs, parce qu'on est géographe, on va très souvent faire des travaux dans des territoires en répondant on voyait que sur les territoires, il y a des gens qui inventaient des trucs tout à fait intéressants, qui créaient des choses, enfin je pourrais citer des tas de territoires, et on s'est dit, mais finalement, est-ce que là, il n'y a pas le décalage quand ces gens agissent sur les territoires, créent la bio-vallée dans la Drôme, créent des tas de choses, c'est pas du tout sur des motifs de ceux qui sont donnés dans les instances internationales. Donc peut-être que là, il y a une source de remontée d'expertise qui n'est pas pris en compte et qui pourrait constituer un levier important. Alors, juste avant, peut-être une dernière question, une remarque avant si jamais quelqu'un veut intervenir. Je vais moi j'ai beaucoup aimé le livre, mais je vais quand même me permettre une petite critique, notamment parce que je suis un peu de l'autre côté. C'est que tu l'as beaucoup dit à la fin. C'est effectivement il y a peut-être une sous-représentation, une sous-estimation de l'apport potentiel des sciences humaines et sociales. Et c'est quelque chose que j'ai un petit peu regretté dans la façon dont le livre a été écrit par endroits, c'est que souvent vous mettez en opposition sciences et sciences humaines et sociales, et parfois du coup ça fait un petit peu un plaidoyer pour les sciences humaines et sociales. Alors du coup j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais ce que je comprends, hein, notamment de votre part, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça,
moi, en étant un petit peu dans le milieu quand même, je me rends compte qu'il y a quand même de la part des sciences, de la science telle que vous la présentez, donc la science écologique, il y a une incorporation des sciences humaines et sociales. Et même dans la modélisation, etc., il y a de plus en plus de travaux qui sont effectués. Donc il y a vraiment, je pense, même par la science, il y a vraiment un essai d'incorporer beaucoup de dimensions, dont les dimensions humaines. Alors, rapidement, je réponds sur 3 points. C'est tout sauf un plaidoyer pour les sciences humaines et sociales. C'est pas parce qu'on mettra 50% de chercheurs de sciences sociales dans la COP ou dans l'IPBES qu'on aura résolu le problème. Parce qu'on est aussi des scientifiques, sciences sociales, etc., mais on n'est pas des acteurs du territoire. Donc la remontée, le changement, c'est quand on va impliquer la société dans ses expertises. Alors c'est vrai que des chercheurs en sciences sociales ont des méthodes pour analyser les sociétés, plus peut-être quand même que des chercheurs en écologie profonde. Mais c'est pas eux, voilà. Et je sais que c'est une critique qu'on n'a pas bien exprimée. Ça. Notre but n'est pas de dire faites-nous venir à la COP et on va vous résoudre tout ça. Non, pas du tout. Bon, ça c'est une chose. Alors c'est vrai qu'il y a une évolution dans les sciences écologiques. Moi j'ai travaillé avec des labos d'écologie, donc ils s'intéressent, on discute, on fait des échanges, etc. Il y a un danger, c'est que parfois il y a des écologues qui pensent faire de la science sociale et qui ne font pas forcément de la bonne science sociale. Donc ça c'est aussi un petit problème. Mais c'est vrai que ça évolue et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Mais encore une fois, c'est pas qu'une question de sciences humaines et de sciences sociales. Je ne veux pas opposer les choses. Non, c'est pour ça que je me suis permis parce que je m'attendais à la réponse. Tu n'es pas le premier à nous faire D'accord, très bien. Je ne sais pas si vous voulez intervenir. Est-ce que vous avez un commentaire, une question? Est-ce que... Bonjour, Maxime Poel. On a été collègues on est toujours collègues avec Sylvain. Je suis ancien chercheur en écologie et évolution aussi. Merci pour votre exposé. Alors, il est un peu troublant. Je vais essayer de l'exprimer clairement, même si, comme il y a beaucoup de choses, c'est un peu difficile de le synthétiser. Mais si je veux le dire simplement, il me semble que le constat que vous faites est un constat qui est largement partagé, au moins par un certain nombre d'auteurs, disons. C'est-à-dire, il me semble que le discours que vous tenez, je l'entends par ailleurs, je le tiendrai si j'avais la tribune pour le faire, peut-être. Et je partage aussi ce sentiment que beaucoup d'efforts ont déjà été faits et que les résultats ne sont pas forcément attendus non plus. Et du coup, la question, ce qui devient troublant, c'est où est le problème, quoi. Et je commence à me demander si le problème n'est pas lié sur un focus, paradoxalement, presque un focus trop important sur la biodiversité, y compris avec le risque d'isoler l'espèce humaine de la biodiversité. Je pensais en vous écoutant au bouquin que vous connaissez sûrement, parce que c'est le même éditeur de Christian Lévesque sur la biodiversité avec ou sans l'aime, où il y a pas mal d'arguments qui sont repris aussi là-dessus. Et au détriment peut-être d'une compréhension de ce qu'est la diversité de nos sociétés elles-mêmes, en fait. Pour le dire autrement, je commence à me demander si le problème n'est pas simplement politique, mais pas politique au sens politicien, mais politique au sens où la façon dont fonctionnent nos sociétés ne permet pas de faire émerger une dynamique suffisante pour lutter contre l'érosion de la biodiversité. Et il me semble que en fait, les divisions sont trop importantes. Tu viens d'évoquer les divisions entre sciences. Et effectivement, on le sent, par exemple, la notion de service écosystémique, c'est à un moment donné les économistes qui ont pris le sujet en main. Aujourd'hui, vous ne l'avez pas beaucoup évoqué, mais derrière la question de valeur, elle est là. Je pense que les sciences humaines, notamment la philosophie, est très très présente en éthique environnementale sur les valeurs de la biodiversité pour dépasser un peu cette vision purement écologique. Et il me semble que ces champs-là sont un peu isolés les uns des autres. C'est-à-dire, on a vraiment des phénomènes éditoriaux qui viennent d'une des sciences et sont rarement transdisciplinaires, quoi. Et puis si on va au-delà des sciences, les contacts ne sont pas bons entre sciences et politique, entre sciences et société, et donc entre les différentes communautés, la diversité de communautés qu'il y a dans nos sociétés. Et du coup, je me demandais si les efforts ne devraient pas être portés là, quoi. Plus que sur les liens homme-nature que vous proposez, qui me semble une idée intéressante, sur une meilleure compréhension de ce que sont globalement nos sociétés, de leur diversité, et de la façon dont elles s'intègrent dans ce paysage global qu'est la biodiversité. Si, et merci, parce que
c'est une autre façon de dire ce qui est au fondement de notre bouquin. Notre bouquin, comme je l'ai dit, c'est pas deux chercheurs qui disent voilà ce à quoi on a pensé. Si tu as lu, on a quand même mobilisé une assez grosse biblio. On a passé beaucoup de temps, de la biblio d'écologie. Donc, toutes ces critiques, ces limites, c'est pas nous finalement. C'est dit un peu partout, comme tu le dis, Descola, machin, enfin plein de gens. Il n'y a pas que les célèbres, il y a des tas d'articles. Le problème, c'est que d'abord, ça reste très cloisonné dans des champs disciplinaires. Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai des étudiants en sciences sociales, aller leur faire lire un bouquin de Biological Conservation, un article, on souffre. Donc ça reste très cloisonné, et donc ça, il y a encore bien du mal à ce que ça percole. Et de la même manière, le problème est effectivement un problème global de politique, c'est-à-dire qu'on est quand même toujours, et en France particulièrement, dans des approches où c'est la technostructure ou la sphère politique qui va dire ce qu'il convient de faire. Alors que l'échelle où on doit prendre la complexité des choses, c'est-à-dire à la fois le biologique et l'humain, c'est là où ça devient complexe et intéressant, ça ne se fait pas à une échelle nationale, ça se fait à l'échelle des territoires. Il y a des territoires qui sont capables de dire, là, je suis en mesure, par exemple, d'accueillir de l'ours, mais de telle manière, parce que ça ne va pas forcément déstabiliser mon système, etc. Ou si voilà, qui vont être capables de contextualiser les choses. Mais ça suppose qu'à un moment, on fasse un petit peu confiance aux acteurs de terrain et à la société qui est en train d'agir. Et ça, on ne le fait pas. Et quand on dit qu'on voudrait ce qu'on appelle un Millennium Caring Assessment, c'est-à-dire de montrer que à travers ces expériences, il y a des tas de territoires, il y a des réseaux qui prennent en compte cette complexité du biologique, du social, du politique, et qui amènent des éléments de réponse, et qu'il faudrait beaucoup plus s'appuyer là-dessus. Les promouvoir, être dans l'incitation pour qu'ils se développent, que d'appliquer des politiques. Parce que le politique, il dit des choses, mais je ne le critique pas, mais il reçoit des avis des scientifiques. Et donc, quand Emmanuel Macron dit dans 5 ans, on va avoir 10% de la France en libre évolution. Ce jour-là, il n'a pas réfléchi à ce qu'il était en train de dire. Il y a moins de 1% maintenant de la France. Ce n'est pas faisable. Ou alors, il faudrait réfléchir au processus. Ça ne va pas être à coup de parcs nationaux, vous voyez. Donc, effectivement, je te rejoins complètement. Il y a une multitude de critiques qui finalement donnent à voir quelque chose. Et ce quelque chose, c'est de dire on peut aussi faire confiance à l'humain dans certains contextes. Il faut prendre en compte la complexité du biologique, du social, de l'humain. Et il faut prendre en compte des contextes territoriaux parce que le problème ne se pose jamais de la même manière d'un territoire à l'autre. La biodiversité, c'est une vue de l'esprit. C'est pas la même dans les Alpes, dans le littoral breton, etc. etc. Mais je crois qu'on se rejoint là-dessus. Donc c'est bien un problème politique au sens large de la politique. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais... Je me demande si une des choses... Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, effectivement, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est effectivement... il est très dense, mais il est très dense en bibliographie. Et ça, c'était vraiment un travail que j'ai trouvé assez formidable. Et je pense que pour rejoindre un petit peu vos remarques, j'ai l'impression que c'est un des aspects dont tu traites beaucoup dont vous traitez beaucoup dans le livre, qui est un peu cet aspect d'uniformisation. Et cette uniformisation, elle vient aussi du fait que les stratégies locales sont guidées par des stratégies internationales. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choix des organismes internationaux. Et c'est ça qui, si j'ai bien compris, la stratégie locale sont guidées essentiellement par des stratégies globales. On retrouve quand on prend les stratégies régionales de la biodiversité de toutes les régions, on retrouve exactement les mêmes items que ce qui sort des COP, ensuite qui est décliné au niveau de l'Union européenne, nationale et régionale. Là où c'est intéressant, c'est quand on va vers les annexes ou les documents à côté, où on voit que finalement, localement, ils vont faire un peu différemment parce que le contexte n'est pas favorable à telle chose, etc. Mais effectivement, il y a pour l'instant une tendance du haut vers le bas et peu de remontée. Oui. Du coup, ça uniformise. Oui. Et je me demandais du coup si ce n'était pas aussi une conséquence un peu inévitable de deux choses, de la globalisation, c'est-à-dire que
Voilà, les décisions importantes se prennent à l'échelle internationale, mais aussi de la prise de conscience que notre planète, elle est seule, isolée, unique, et que les problèmes de la crise de la biodiversité ne peuvent pas se résoudre à l'échelle locale. Il faut forcément y penser à l'échelle globale. Donc ça, c'est inévitable, dans un certain sens. Ah oui, mais il faut associer les deux. C'est ça la question. Oui, bien sûr, et encore une fois, les COP, c'est utile. L'argent qui a été mis dans la recherche scientifique, c'est fondamental. L'argent qui a été mis dans la protection, c'est fondamental. Comme je dis à mes étudiants, je préfère aller passer mes vacances dans un parc national que dans une zone industrielle, bien sûr. Donc voilà, je suis redevable de tout ça. Mais tant qu'il n'y aura pas, tant qu'on n'accordera pas aux acteurs locaux une autonomie pour dire là on va appliquer ça, mais de telle manière, parce que le contexte fait que si on l'applique tel que vous le dites, ça ne va pas marcher, et donc on va avancer, on va expérimenter, oui, mais ça ne remonte jamais. On était en Ariège, il y a une commune qui a voulu mettre en place sur des terrains du maraîchage bio, sur une centaine d'hectares, etc. Il fallait convaincre 80 propriétaires. Parce que la loi n'est pas adaptable. Elle n'est pas adaptable. Donc des propriétaires absents, il faut les chercher. Il faut attendre 3 ans avant qu'il y ait... faut tout un truc qui fait qu'il a fallu 10 ans pour faire 50 hectares de maraîchage bio avec à la fois du bio rentable, entre guillemets, du bio expérimental et puis de la pédagogie, etc. Donc c'est une expérience très intéressante. Ce serait quand même bien que ces acteurs, à un moment, puissent dire, nous, si vous nous autorisez certaines dérogations, certaines adaptations, ça, on le fait en 2 ans, et on le fait 5 fois en 10 ans, on gagnerait quand même pas mal. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ces structures qui viennent d'en haut, elles jouent souvent comme des freins. Voilà, comme des... et la protection aussi, la question politique, on dit, bon, le loup est protégé, ok, il est protégé, les conventions de Berne, etc. Mais bon, je ne veux pas faire de la politique politicienne. Un changement de gouvernement pas très favorable, et tout ça disparaît en 3 mois. Hein. Regardez ce qui s'est passé avec Trump aux États-Unis. Donc, ce n'est pas parce que vous avez mis dans la loi un truc que c'est protégé. Par contre, le jour où des sociétés locales le prennent en main, c'est quand même beaucoup plus difficile de le défaire. Parce que là, il y aura de la mobilisation. Peut-être aussi, comme tu le proposais, Maxime, les diversités politiques, si elles se passent à l'échelle locale, on permet aux acteurs locaux de prendre des décisions, voire parfois de se tromper, mais uniquement localement. Ça peut être le moteur donc de le maintien de la diversité à une échelle beaucoup plus globale. Et comme peut-être tu le disais, il suffit de faire confiance et de permettre aux locaux de faire des erreurs parfois, et c'est pas très grave. Il suffit. En tout cas, ça serait bien qu'on prenne en compte ces dimensions-là. Je ne sais pas si on va tout solutionner. Nous, on n'est pas, encore une fois, on n'est pas là à dire, écoutez, lisez notre bouquin, tout est résolu, mais de dire, là, il y a des leviers qui sont des leviers remarquables d'action et qui permettraient peut-être de débloquer certaines choses. Et puis, on va voir. Et puis, on marchera en avançant ou l'inverse. Il y a d'autres commentaires, d'autres... Sur l'intérêt du local, là, en fait, j'étais hier sur le terrain dans un espace naturel sensible ici en région, là, qui est un ancien site de Béguincé, une laverie de production, une laverie de betteraves pour la production séculaire, qui a été transformée en espace naturel sensible. Il y a de la nature dedans. Et quand on y est, on a quand même l'impression qu'il y a une place pour la biodiversité et que les choses vont pas si mal, etc. Alors, évidemment, il n'y a pas de loup, il n'y a pas d'ours, il y a une trace de castor, a priori, donc c'est déjà pas si mal. Et on a vraiment l'impression qu'à cette échelle-là, ça fonctionne, quoi. Et quand on entend les gestionnaires ou eh bien, il y a une volonté politique de le faire. Donc les politiques sont contents parce qu'ils ont un espace où les citoyens vont se promener. Mais ils veulent que ce soit propre, ils s'en foutent de la biodiversité, mais ils veulent que ce soit propre. Les naturalistes sont contents parce qu'il y a quand même une certaine forme de biodiversité. Les citoyens sont contents parce qu'ils ont un beau site de promenade, et on a l'impression que tout le monde est content, y compris la nature, même si c'est une nature un peu ordinaire, quoi. Sacrément mobilisateur, ça. Oui. Parce que
Et là, le rapport de l'IPBES, il sert à rien. Enfin, il sert à rien du tout, quoi, vraiment. Et on sent, moi j'étais là en tant que scientifique académique, quoi, je me sentais inutile, quoi. Je veux dire, mes connaissances théoriques sur le sujet me paraissaient un peu secondaires. Et le lien possible, c'est la mise en réseau après. C'est-à-dire qu'on peut passer du niveau local au niveau plus global avec la connectivité ou la mise en réseau de ces choses. Deux choses de ce que tu dis, oui. Merci, ça souligne vraiment effectivement qu'il y a une capacité de dynamisme et qu'il ne faut pas être, si on cloisonne, effectivement, l'habitant, ce qui va lui plaire, c'est d'aller se balader dans un truc qui est joli, quoi. Bon, mais c'est vachement important. Et si avec ça, avec ce truc-là qui n'est pas du tout dans la règle de l'IPBES, on crée quelque chose autour, c'est le castor, ben c'est déjà bien, on avance, ça mobilise les gens voient que ça leur apporte. Il y a une dynamique de mobilisation là-dessus. Et la deuxième chose, je ne sais plus, c'est m'est sorti de l'esprit que je voulais dire. Je ne sais plus ce que tu as dit à la fin. Bon. Oui. Non, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça... Ah aussi, si, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, ce que tu ouvres en disant, il faut faire attention, tout n'est pas dans le local. Le local, c'est bien si aussi il se met en réseau. Hein, c'est-à-dire que le local peut avoir une capacité à changer d'échelle. Hein, tout ne va pas se résoudre par une mosaïque de petites communautés qui vont faire leur truc. C'est aussi des mises en réseau, des discussions, etc. Mais il faut